Et si le récit qu'on entend tous les jours sur la guerre en Ukraine n'était en fait qu'une partie de l'histoire? C'est la question que pose un manifeste assez provocateur qui défend l'idée d'une paix négociée en revenant sur des décennies de tensions. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cet argumentaire. Le texte s'ouvre sur cette image presque brutale. L'idée, c'est de dire d'emblée que ce conflit n'est pas une simple invasion, mais bien une lutte de pouvoir, un jeu de domination, qui a des racines très profondes, avec des provocations et des responsabilités de part et d'autre. Alors, pour bien comprendre ce point de vue, voilà comment on va procéder. On va d'abord s'attaquer à l'argument central du manifeste, puis on déroulera la chronologie des provocations qu'il présente. Ensuite, on verra comment le texte répond aux arguments occidentaux classiques avant de parler de cette fameuse négociation qui aurait été empêchée. Et on terminera sur ce que l'auteur désigne comme le véritable objectif de l'Occident dans cette affaire. Allez, on commence par le commencement. Quelle est la thèse, le cœur du réacteur de tout ce raisonnement? Qu'est-ce que ce manifeste cherche à nous dire fondamentalement? Voilà, c'est dit. L'idée force, c'est celle-ci. L'invasion de 2022 ne sort pas de nulle part. Ce serait, selon l'auteur, une réaction presque mécanique, en tout cas prévisible, à des décennies de ce qu'il qualifie de provocation occidentale. En gros, la Russie est vue comme l'agresseur dans les faits, mais l'Occident serait l'agresseur originel, celui qui a allumé la mèche. Pour étayer cette thèse, l'auteur ne commence pas son récit en 2022. Non, il remonte bien plus loin, à la chute du mur de Berlin, pour construire sa propre chronologie des événements. Et au cœur de cette chronologie, il y a un chiffre, 32. C'est le nombre de membres de l'OTAN aujourd'hui. En 1991, à la fin de la guerre froide, il y en avait 16. Pour l'auteur du manifeste, cette expansion continue vers l'Est n'est pas un détail, c'est la provocation majeure, la menace qui a tout enclenché. Cette chronologie, le texte la présente comme un véritable encerclement progressif. Tout partirait de cette promesse de 1990, pas un pouce vers l'Est. Une promesse qui, selon la source, est immédiatement trahie à la fin des années 90, quand l'OTAN intègre les anciens pays du bloc de l'Est. Le vrai point de bascule, ce serait 2014, et la révolution de Maïdan, décrite ici comme un coup d'État piloté par Washington. À partir de là, l'Ukraine serait devenue, je cite, une base de facto de l'OTAN, préparant inévitablement l'affrontement. Une fois cette chronologie posée, le manifeste s'attaque de front aux arguments qu'on entend le plus souvent en Occident pour justifier le soutien à l'Ukraine. Voyons comment il essaye de les démonter un par un. Le premier argument, c'est bien sûr celui de la souveraineté. L'Ukraine est un pays libre qui a le droit de choisir ses amis et ses alliances. Eh bien, le manifeste conteste cette idée même. Pour l'auteur, cette souveraineté est une pure illusion. Le raisonnement est le suivant: comment un pays peut-il être vraiment souverain quand sa survie militaire et ses décisions stratégiques dépendent à ce point d'une puissance étrangère? Il parle d'un État par procuration, un proxy, et il rappelle que les États-Unis n'ont jamais accepté une situation similaire à leurs propres frontières, en citant évidemment la crise des missiles de Cuba en 1962. Deuxième point sensible, l'annexion de la Crimée en 2014. Un acte illégal au regard du droit international. Ça, tout le monde est d'accord. Mais que répond le manifeste à ça? Eh bien, il accuse l'Occident d'avoir un droit international à géométrie variable. Il met sur la table le Kosovo en 1999, avec les bombardements de l'OTAN sur la Serbie sans mandat de l'ONU, ou encore l'invasion de l'Irak en 2003, basée sur des prétextes qui se sont révélés faux. Bref, pour l'auteur, l'Occident brandit le droit international seulement quand ça l'arrange, ce qui, à ses yeux, affaiblit sa position morale face à la Russie. Et enfin, le troisième contre-argument, le fameux mémorandum de Budapest de 1994. Souvenez-vous, l'Ukraine renonçait à ses armes nucléaires en échange notamment de la garantie de ses frontières par la Russie. Alors, ça. La réponse du texte est assez directe. Elle dit que ce sont les Occidentaux qui ont déchiré cet accord les premiers. Comment? En soutenant ce que le texte appelle le coup d'État de 2014. De ce point de vue, les garanties de sécurité étaient liées à un gouvernement légitime et non aligné. Condition qui, selon l'auteur, n'était plus remplie après 2014, rendant l'accord caduc bien avant l'annexion de la Crimée. Maintenant, on entre dans une partie encore plus troublante de l'argumentaire. Le manifeste ne se contente pas de critiquer le passé, il affirme que des chances réelles de faire la paix ont été activement sabotées. Pour commencer, il s'appuie sur des déclarations d'Angela Merkel et de François Hollande eux-mêmes qui ont admis a posteriori que les accords de Minsk étaient surtout un moyen de faire gagner du temps à l'Ukraine pour qu'elle puisse se réarmer. Pour l'auteur, c'est la preuve que la voie diplomatique n'a jamais été une option sérieuse pour l'Occident. Et puis, il y a ce moment clé, mars 2022, à peine un mois après le début de l'invasion. D'après plusieurs sources citées dans le texte, un accord de paix était quasiment sur la table. Il prévoyait la neutralité de l'Ukraine,
Mais, selon cette version, Boris Johnson, alors Premier ministre britannique, se serait rendu à Kiev pour dire au président Zelensky de ne pas signer. La promesse, un soutien militaire total pour aller jusqu'à la victoire. Résultat, les pourparlers se sont arrêtés net et la guerre a changé de dimension. On arrive au dernier point, et sans doute le plus grave de l'argumentaire. Le manifeste tente de répondre à la question « mais pourquoi ? Pourquoi saboter la paix ? Quel serait l'objectif final, l'objectif inavoué de la politique occidentale ?» La réponse, selon le texte, est sans équivoque, le démantèlement de la Russie. L'idée ne serait pas de défendre l'Ukraine, mais d'utiliser ce conflit pour affaiblir durablement la Russie, voire la fracturer en plusieurs petits États plus faciles à contrôler, notamment pour accéder à ses immenses ressources naturelles. Ce n'est plus une stratégie défensive, mais bien un projet impérialiste offensif. Pour appuyer cette accusation extrêmement lourde, le manifeste met en avant un faisceau d'indices, des déclarations de responsables politiques, comme ses propos attribués à l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright sur les ressources excessives de la Russie, ou le souhait de la première ministre estonienne de voir la Russie divisée. Il mentionne aussi des rapports de think tanks américains, comme la Rand Corporation, qui auraient étudié des scénarios de fragmentation du pays. Et la conclusion du manifeste est un véritable coup de poing. En substance, il dit que refuser de voir cette réalité, c'est être soit aveugle, soit complice. Un verdict sans appel qui affirme que pour comprendre le conflit, il faut d'abord admettre cet objectif caché de l'Occident. Et tout le document se termine sur cette question, qui reste en suspens. Peut-on seulement espérer une paix durable si on ne met pas sur la table ces réalités géopolitiques, si on ne reconnaît pas les motivations profondes de chaque camp ? C'est tout le défi que ce manifeste lance au récit dominant, en suggérant que le seul chemin vers la paix, c'est d'abord la lucidité, aussi déplaisante soit-elle.